Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'info scientifique qui reçoit pour vous le professeur John Ekina Bongongo. Avec lui, nous allons échanger autour de ces deux ouvrages intitulés « La situation controversée des joint ventures en République démocratique du Congo, partenariat gagnant-gagnant ou gagnant-perdant », ainsi que l'autre ouvrage qui est également intitulé « Conditions d'implantation judicieuse de la joint venture ». Et sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis accompagné par mon grand frère qui est un chevronné de ces domaines. Il s'agit bien de M. Pierrot. Avec lui, je pense, nous allons animer cette émission. Et qu'est-ce qui a motivé cette publication post-Covid? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Je puis dire tout simplement que 5 ans après la publication de mon ouvrage aux éditions universitaires d'Allemagne, l'ouvrage qui a porté sur la relance des industries industrialisantes par la formule joint venture, modélisation du partenariat gagnant-gagnant, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'actualiser certaines données pour essayer un peu de suivre l'évolution des joint ventures en République démocratique du Congo. C'est ainsi que vous avez vu des ouvrages qui viennent de paraître, toujours au niveau de cette édition. Et le premier s'intitule Conditions judicieuses d'implantation de joint ventures en République démocratique du Congo, partenariat gagnant-gagnant. Et le deuxième, c'est la situation controversée de joint venture en République démocratique du Congo, partenariat gagnant-gagnant ou gagnant-perdant. Là, j'essaye un peu toujours d'insister pour dire que jusque-là, 5 ans après, nous continuons toujours dans la même situation où l'État congolais, ces entreprises-là et sa population n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Et du côté de la population, et du côté des décideurs, notamment le gouvernement, les assemblées provinciales et nationales, et surtout le Sénat aussi. Voilà. Du côté de la population, normalement, quand on signe un contrat de joint venture, il y a un cahier de charges. La joint venture doit prendre en compte la situation de la population environnante. Il s'agit notamment, par exemple, de la création des infrastructures. Il y a aussi le fait que cette population doit bénéficier en termes d'emploi. La population doit bénéficier aussi en termes d'entretien de l'environnement. La population doit aussi, dans une certaine mesure, si on peut arriver même à considérer que, pourquoi pas entrer dans la gestion de ces joint ventures-là, afin que ça puisse créer un certain rayonnement au niveau de la contrée. Jusque-là, nous sommes loin d'atteindre ces objectifs. Ici et là, vous entendez toujours des cris de pleurs, des grincements des dents, où la population est en train toujours de revendiquer, mais cela n'arrive pas. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il fallait mettre quelques instruments de régulation. On ne peut pas s'engager dans une structure telle que la joint venture sans pour autant, par exemple, penser à la loi qui doit nécessairement régir l'opérationnalité de la joint venture. Il y a aussi le contrat type de joint venture. Nous avons toujours réclamé ça. Le code minier, oui, mais la loi, c'est la loi. La loi a certaines spécificités qu'on ne trouve pas dans le code minier. Bon, la joint venture n'est pas là que pour résoudre le problème lié au secteur minier. C'est ainsi que nous prenons la situation
dans sa globalité. Maintenant, pour les décideurs doivent savoir que la joint venture a des préalables. Il y a des conditionnalités. La joint venture, il faut d'abord mettre des organes de gestion. La joint venture doit être planifiée. La joint venture, on doit voir comment l'exécuter. On doit contrôler. Il doit y avoir, comme qui dirait, des structures qui peuvent être rattachées à une très grande institution de la République, j'ai dit président de la République, pour essayer de contrôler, de faire le suivi, la conception de la joint venture, l'évaluation de la joint venture, même à mi-parcours. Ce sont des choses qui ne se font pas, et ce qui fait qu'à un certain moment, on repart à la case du départ, on se pose des questions parce que les décideurs n'ont pas pris la chose à bras-le-corps. Au niveau du Parlement et du Sénat, c'est justement, il faut qu'on puisse concocter, si vous voulez, une loi sur la joint venture, comme je venais de vous dire. Et cette loi existe. Dans ma première publication, j'ai essayé de présenter un projet de loi. Et l'ouvrage en question que j'ai ici, ça se trouve pratiquement au niveau de tous les décideurs de ces pays. Comment? J'ai eu à envoyer l'ouvrage au niveau de ces décideurs pour qu'eux puissent prendre les dispositions. Au niveau du Sénat, l'ouvrage est à tous les niveaux. Je pense que cela n'attend qu'un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur va bientôt arriver parce que je me prépare maintenant pour mettre à la place publique, n'est-ce pas, une loi et un modèle type de contrat sous forme de bouquin. Ça peut faciliter la lecture. Parce que vous voyez ça, c'est 628 pages. Et quand on commence, peut-être on ne saura même pas qu'il y a des choses qui intéressent la loi à l'intérieur. C'est ainsi que j'ai pris la résolution de encore publier 2 bouquins qui vont nous renseigner sur la loi et les contrats types de joint venture. Ça va résoudre maintenant le problème au niveau du Parlement et du Sénat. Mais ma préoccupation est celle de savoir quel peut être le parallélisme que vous pourriez dresser entre la situation de la joint venture en République démocratique du Congo et sous d'autres cieux. Ouf, vraiment. J'admire vos questions. Les questions sont vraiment pertinentes. Messieurs les journalistes, vous êtes parmi les journalistes qui ont, n'est-ce pas, parcouru cette publication. Depuis le vernissage, au niveau de Memlink, on est passé à l'Institut français. Vous étiez là. Dans cet ouvrage, j'ai fait le tour d'horizon. Joint venture en Amérique, en Afrique, en Asie, dans tous les 5 continents. Et j'ai dégagé des points de démarcation, des points de ressemblance. J'ai fait des recoupements. Et j'ai remarqué que la joint venture fonctionne mieux ailleurs qu'ici. Faute de quoi? Faute de non-respect des engagements. Faute de quoi? Faute de la corruption à grande échelle. Faute de quoi? La répartition arbitraire de parts. Faute de quoi encore? On peut dire trop d'avantages au profit des partenaires étrangers au détriment des partenaires locaux. L'État lui-même ne fait pas un suivi. Le suivi, comme qui dirait, est régulier et permanent. L'État n'arrive pas à le faire. Il faut qu'on rectifie les tirs, qu'on essaye un peu de voir comment ça fonctionne ailleurs. Et ici, chez nous, ça ne fonctionne pas. Cette histoire brasse des milliards. L'État a pris des engagements avec ces investisseurs-là
par le truchement de nos entreprises, il faudrait qu'ils soient un peu regardants pour que nous puissions, n'est-ce pas, trouver notre compte dans ces partenaires, parce qu'il en va, comme qui dirait, de l'intérêt de la République. Quel peut être le mécanisme efficace que nous devons appliquer, des mécanismes calqués sur les réalités congolaises pour passer de la théorie à la pratique pour le succès de la joint venture dans notre pays? Voilà. Déjà, la joint venture s'est présentée dans notre pays sous forme praxéologique. C'est-à-dire, on a apporté seulement la pratique. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de ratés. Il y a certaines choses, certains gains qu'on pouvait déjà avoir au début de joint venture, mais nous n'avons pas eu à en bénéficier à cause justement de l'oubli ou soit de la négligence ou soit de l'ignorance de la théorie sur la joint venture. La théorie sur la joint venture est venue justement après pour essayer de formaliser, pour essayer de systématiser, pour essayer de structurer la joint venture. La joint venture fait partie de la recherche fondamentale. Je vous prends un exemple. Quand on a commencé la joint venture, on n'a pas signalé le pas de porte. Maintenant, après le recherche, on dit non, vous partez bien, mais il y a un avantage certain qu'on appelle pas de porte. C'est-à-dire, avant d'entrer dans les activités minières, on paye le pas de porte. C'est comme un droit d'entrée. Mais ça a été révélé beaucoup d'années après. Faute de quoi? Faute de la théorie suffisante sur la joint venture. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait, n'est-ce pas, en profiter, mais on ne l'a pas fait parce qu'on a mis la charrue avant le bœuf. Mais c'est ainsi que la théorie vient maintenant pour faire asseoir un certain nombre de choses, pour essayer maintenant de renforcer la pratique. Ouais, comme on dit, la praxis. C'est ainsi qu'on demande aux gens de s'approprier l'étude. Les recherches continuent. Nous n'allons pas nous arrêter. Il y a même des travaux de graduats qui essayent maintenant de s'intéresser à la joint venture. Il y a des chercheurs qui viennent de la Belgique, de la Russie, de l'Afrique du Sud pour leur thèse. Ils me contactent. Donc nous sommes déjà en train de former, n'est-ce pas, comme qui dirait, une sorte de caste, si vous voulez bien sûr, pour que nous puissions continuer la réflexion. La théorie est là, on renforce la pratique, et si nous faisons le deux, nous pouvons, n'est-ce pas, quitter l'ornière pour s'approcher autour de l'orbite. Question de professeur. Nous sommes dans un pays où certaines personnalités disent que pour cacher la vraie info à un Congolais, donnez-lui un bouquin parce qu'il ne lira pas. Vous prenez la théorie, tout en sachant que 90% des gens qui nous suivent n'adorent pas la lecture. Et quel peut être l'autre mécanisme pour convaincre la nation congolaise? Voilà. Quand j'ai dit que la théorie, j'ai trouvé la pratique, mais j'ai essayé de théoriser. Maintenant, nous avons le deux, et la théorie et la pratique. Une théorie qui a renforcé la pratique. Vous voyez déjà que quand on a commencé cette aventure de joint venture, les gens me disaient « Ah, mais il perd son temps, ainsi de suite. » Aventure heureuse ou malheureuse? Ça doit être heureuse maintenant. Mais avant, c'était... Voilà. Parce qu'on me disait que non, vous êtes en train de provoquer le gouvernement, vous dites... Mais vous avez vu, vers la fin de 2018, on a mis en place un nouveau code minier. Et le nouveau code minier vient, en fait, quoi? De dire ce que moi j'avais proposé. Que par exemple, il y avait un problème au niveau des royalties. Il n'y avait que 2% de redevances. Mais maintenant, aujourd'hui, on est passé de 2 à 10. Moi, j'avais proposé même 12. Vous avez vu qu'à force de parler,
on a maintenant pu améliorer la façon de faire. Donc, il est toujours important. Maintenant, pour revenir à la question selon laquelle, si vous mettez l'argent dans un bouquin, le Congolais ne le prendra pas parce qu'ils n'ont pas la culture de la lecture. Mais vous savez, la culture se forge dans un milieu. À un certain moment, il y avait eu des aventures de Tintin, tout ça. Nous, on a grandi à cette époque-là. Il y a eu les Kalao, ainsi de suite, tout ça. Le peu de français que vous parlez là, Pierrot, ça vient, entre autres, de ça. Ça se forge dans un milieu. Alors, quelle est la stratégie? La stratégie est de dépiécer l'ouvrage. Comme le gros volume peuvent rester pour les scientifiques, pour les chercheurs, alors le commun des mortels doit maintenant s'attendre à des bouquins, comme j'ai dit. Parce que ça, c'est un bottin. C'est un peu volumineux, mais si on a des bouquins, ça peut faciliter les raisonnements, ça peut convaincre. C'est ainsi que nous associons les publications et la médiatisation. Les deux peuvent faciliter la chose, peuvent nous aider, n'est-ce pas, à atteindre nos objectifs. Voilà l'essentiel. Guichet de la joint venture en RDC. Situation controversée de la joint venture en RDC. Nous voulons savoir, vous avez dépiécé le bouquin, mais le manuel que vous allez mettre maintenant sur la place publique compte combien de pages, combien de parties, combien de sections? Bon, d'abord, comme vous venez de le dire, on a dépiécé et on a mis à jour. L'essentiel, ce n'est pas de dépiécer, mais de suivre l'évolution. Les données qui se trouvent dans cet ouvrage du départ datent de 2009. Je suis allé à Lubumbashi, j'ai mené des recherches et tout ça, j'ai tiré des conclusions. Mais maintenant, de 2009 à aujourd'hui, je pense 2010, c'est déjà combien d'années après? Une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes rentrés pour prendre les données, pour récolter, et on a les données de 2017. Donc, vous allez comprendre que de 2009 à 2017, il y a beaucoup de choses à dire et à améliorer. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à X temps pour essayer toujours d'être renseignés, et à notre tour, nous allons mettre en alerte les décideurs politiques de la situation des jeunes ventures. C'est l'unique secteur qui brasse des milliards. Et nous, on est là comme chercheurs, comme enseignants, pour essayer d'élucider, si vous voulez, n'est-ce pas, le mystère, afin que les gens puissent comprendre que nous voilà comment la situation évolue. Donc, je joue le rôle d'un observatoire, en quelque sorte. Donc, on vient d'actualiser, et je vous dis aussi que d'ici là, cet ouvrage que vous voyez, dans son entièreté, sera aussi revisité pour qu'il y ait une deuxième édition. Donc, tout ça, on continue. Ça, c'est la première édition. Il y aura aussi une deuxième édition. Mais, d'ici là, on va un peu quitter le champ de la joint venture pour essayer d'aborder des questions d'économie, notamment la micro, notamment la macro, notamment l'économie publique, parce qu'il faudrait aussi que je publie les ouvrages d'enseignement. Ça, c'est maintenant mon cheval de bataille. Professeur John Ekina Bongongo, en 2019, vous avez publié un ouvrage intitulé « Relance des industries industrialisantes par la formule de venture, partenariat gagnant-gagnant ». Juste aujourd'hui, après la Covid-19, vous venez encore de publier deux ouvrages. L'un intitulé « La situation controversée des joint ventures en République démocratique du Congo, partenariat gagnant-gagnant ou gagnant-perdant ». Et l'autre, « Conditions d'implantation judicieuse de la joint venture ». Alors, une question m'arrive. Parce que dans le premier ouvrage, vous avez parlé du partenariat, vous avez dit gagnant-gagnant. Est-ce que, selon vous, ces partenaires étaient gagnant-gagnant ou gagnant-perdant, en suivant l'exemple du deuxième ouvrage que vous venez de publier? Voilà. Il y a eu quand même
qui dirait un petit problème au niveau de la date de l'apparition. Le premier ouvrage, c'était en 2015. C'est pas 2019, je crois que c'est un peu ça. En 2015. 2015. Alors, voilà. La question est que, est-ce que ces partenariats étaient gagnant-gagnant ou gagnant-perdant? Voilà. L'ouvrage est parti d'une observation. On a observé que non, bon, le gouvernement congolais, pour relancer la Gécamine, qui était restée longtemps en veilleuse, fermeture, arrêt d'exploitation, après avoir tenté la réhabilitation avec ses propres moyens, ça n'a pas marché. Et finalement, c'était la voie de la joint venture qui a été adoptée. Pourquoi? Parce que joint venture a fait ses preuves ailleurs, il y a eu des garanties. Et la joint venture a été lancée d'abord au niveau de la Gécamine. En 1995, on a créé un tête informé. Et puis ça a évolué. Et nous, on est arrivé dans l'affaire en 2009. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De 2001 en 2009, on a analysé la situation. On a trouvé que les partenariats n'étaient pas bien négociés. Nous avons été, on ne peut plus clair lorsque nous avons exposé, n'est-ce pas, la quintessence de ce travail. Donc on peut dire que les partenariats étaient gagnants-perdants. Parce que ça n'a pas rencontré, n'est-ce pas, les objectifs assignés. C'est ainsi que nous, on a dit, voici le modèle. On a modélisé pour que ces partenariats soient partenariats gagnant-gagnant. Voici ce qu'il faut suivre. On a même schématisé le modèle pour que le gouvernement s'en serve afin qu'on puisse, n'est-ce pas, atteindre le résultat attendu. Donc, ce n'était pas un partenariat gagnant-gagnant, mais un partenariat qui n'a pas réussi, qui n'a pas donné de résultats escomptés. Donc, pour dire gagnant-perdant. Ce qui fait que ces partenariats de l'entreprise Gécamine avec des entreprises étrangères ne puissent pas être bénéfiques auprès de la population environnante. Voilà, la population est victime, n'est-ce pas, de la mauvaise foi de responsables de mining, responsables politiques, je dirais, disons, mauvaise foi des contractants. Je peux aussi épargner un peu les politiques dans une certaine mesure, parce que les cahiers de charges sont signés, les cahiers de charges sont déposés, les cahiers de charges sont validés. Qui dit cahier de charges, ça dit ce que la joint venture doit rendre comme service, le gain que la joint venture donne à la population. Tout est clair. Mais le problème, c'est le non-respect de ces engagements-là qui pose problème. Et là où le politique, on va lui pointer du doigt, c'est parce qu'il n'y a pas un suivi. Le politique n'arrive pas à sanctionner, le politique n'arrive pas à insister pour que la population se retrouve. Le problème est à ce niveau-là. Je crois que avec l'appui de la société civile, je dirais des sociétés civiles, là où les jeunes ventures sont implantées, vous sentez quand même que les voix ou les langues commencent à se délier et on essaye maintenant de remettre les choses dans l'ordre grâce à la société civile ou aux sociétés civiles qu'on trouve ici et là, là où les jeunes ventures fonctionnent. C'est un projet de loi portant disposition générale applicable aux joint ventures en RDC. Alors avec des modèles, pouvez-vous un peu nous parler brièvement de cette proposition? Parce que c'est la dernière question. Bon, on a proposé ceci. D'abord, on est parti de causes qui ont fait que la joint venture ne puisse pas marcher. Et ces causes, je vous ai étalé, c'est la corruption,
manque de transparence, répartition arbitraire des parts. Tout cela, l'État qui n'a pas su jouer un grand rôle de suivi, de contrôle, tout ça, ce sont des choses. On a, par exemple, l'étude de faisabilité. Lorsqu'on voulait démarrer une joint venture, il faut que l'étude de faisabilité soit déposée. Mais la plupart de ces sociétés ont commencé les activités sans avoir déposé l'étude de faisabilité. Oh, c'est dans l'étude de faisabilité qu'on résout tous ces problèmes-là. Des parts, le problème de partage, tout ça. Alors, si déjà l'étude de faisabilité n'est pas déposée et qu'on commence avec l'activité, on parle là de la répartition arbitraire de parts. Donc, il y a eu beaucoup de bévues, beaucoup de choses qui ont torpillé, n'est-ce pas, le fonctionnement de la joint venture. Maintenant, pour redémarrer, pour partir du bon pied, moi, j'ai dit que d'abord, on présente les conditions d'implantation. Doivent être réunies les conditions politiques, les conditions juridiques, les conditions sécuritaires de droits de l'homme, les conditions économiques, conditions technologiques, conditions environnementales et même l'éthique des responsabilités. Parce qu'il faut voir la qualité des négociants. D'autres problèmes que nous rencontrons, c'est parce qu'on a mal négocié, parce qu'ils avaient qualité. Est-ce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient? Il faut toujours avoir des bureaux d'études qui peuvent vous renseigner sur la chose. Au départ, on a semblé tout ignorer. Pas tout ignorer, mais dans une certaine mesure, on a découvert beaucoup de choses après. L'État a manqué, l'État a réalisé des manques à gagner, parce que c'était faute de l'ignorance de la joint venture dans sa profondeur. Bon, maintenant on s'est dit, pour commencer à faire des calculs, bon, il ne s'agit pas seulement de dire combien on gagne, combien on perd. Mais moi j'ajoute un élément nouveau, c'est l'analyse du risque. On ne peut pas s'engager dans une structure comme la joint venture sans pour autant évaluer le risque. Le risque va vous permettre de dire, ah, voilà c'est que voilà les risques de gagner ou de perdre. Si vous acceptez ces risques-là, bon, vous y allez. Ou soit vous pouvez dire non, on peut réduire le risque. Alors là, ça se fait par des méthodes ou par, comme qui dirait en économétrie, ce sont des modèles. On utilise Markowitz, on utilise Sharpe et Madoff, ainsi de suite. Mais vous savez que ces deux modèles-là sont d'origine financière. Mais moi, j'ai fait la transposition. On appelle ça implémentation théorique pour arriver maintenant à apprécier les risques, même dans le domaine industriel. Tout ça, ça a été fait. Maintenant, lorsqu'on calcule ces risques-là, on sait que non, on gagne ou on perd. Le risque doit nous conduire, comme qui dirait la boussole, pour essayer de gérer les choses de la joint venture. Maintenant, autre chose. L'argent qu'on reçoit de la joint venture, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut une structure. Parce que la joint venture était là pour relancer. Mais vous allez voir que cet argent, on l'utilise à d'autres fins. Oh, il faut cet argent doit, par exemple, renouveler l'outil pour que le jour où la joint venture prendra fin, la GECAMIN est relancée avec ses propres moyens. Comme on dit, renaître de ses cendres. Maintenant, lorsqu'on a fait tout ça, il faut maintenant des garde-fous. Et ces garde-fous, c'est la loi. Sur la joint venture, le modèle de contrat. Parce que le modèle que j'ai trouvé là-bas se trouve être disparate. Parce que ici, on a son modèle. Il faut uniformiser. Et c'est l'État qui doit le faire. On m'a posé la question pour dire, à travers le monde, ils étaient butés aussi à ces problèmes-là. Les problèmes de plusieurs contrats. Ils se sont réunis pour dire que non, voici le modèle à suivre. Ce n'est pas ce qu'on voit ici. En dehors de ça, on peut avoir un management approprié. Ce ne sont pas des entreprises ordinaires. Il y a des objectifs, il y a des indicateurs objectivement vérifiables. Vous devez contrôler à tout moment pour dire que non, voilà, on s'est dit
comme ça, ce n'est pas ce qu'on a été fait. On peut rectifier, on peut recadrer les choses. Donc ce sont des exercices qu'on doit faire à tout moment pour voir si nous allons dans la bonne direction. Et on termine par un observatoire. L'observatoire signifie que la structure comme la présidence doit mettre, n'est-ce pas, ses agents ou bien la structure en place pour essayer de contrôler l'évolution de la joint venture. Pourquoi il doit le faire? Parce qu'en économie, le projet de grande envergure dans un État sont rattachés à la présidence. À l'époque de Mobutu, Baraj Dinga, ainsi de suite, c'est la présidence. Donc, comme ça brasse des milliards, la présidence doit avoir un œil sur ça pour essayer de contrôler et essayer de suivre. Voilà. Lorsque on a réuni ces éléments-là, on peut avoir la chance de réussir l'opération de joint venture. Auquel cas, nous allons comme ça et on ne sait pas ce qui se passe. On fait descendre les gens pour faire le contrôle. Ils arrivent là-bas, ils vous remettent les conclusions. Comme ce sont des commissions ad hoc, personne n'assure le suivi. Nous allons tourner autour du pot. Merci professeur Ekina d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de ces numéros de l'info scientifique, une émission qui a été co-animée avec mon grand frère aîné de la profession, M. Pierrot. Et nous avons comme invité le professeur John Ekina Bongongo. Avec lui, nous avions échangé autour de ces deux ouvrages qui viennent d'être publiés, notamment la situation controversée des joint ventures en République démocratique du Congo, partenariat gagnant-gagnant ou gagnant-perdant, ainsi que les conditions d'implantation judiciaire de la joint venture. Alors, nous voici arrivés à la fin. Professeur, merci infiniment de nous avoir vraiment d'avoir répondu à notre invitation.